j'ai pris conscience que, en lisant justement notamment les travaux de Vidal-Naquet, les livres qu'il a publiés dans les années 70, La torture dans la République et les crimes de l'armée française, que ces pratiques de ces sales guerres ne devaient rien au hasard. Elles s'expliquaient en fait par la mise en œuvre méthodique par les officiers supérieurs d'une doctrine relativement méconnue, en dehors des spécialistes, qu'on a appelée la doctrine de la guerre révolutionnaire ou de la guerre moderne, qui se caractérise, disons, telle qu'elle a été formalisée dans cette période-là, des années 50, comme une réponse de certains officiers français, pas de tous, mais de certains officiers français, au mouvement de décolonisation au sein de l'Empire français. Il s'est trouvé que ces officiers ont pu obtenir que pendant quelques années, pas longues, hein, mais entre 54 et 59, donc des années absolument décisives, de fait, la DGR, la doctrine de la guerre révolutionnaire, est devenue de facto donc la doctrine officielle de l'armée française, la DGR. Alors, d'où vient cette DGR? C'est certainement son premier théoricien, c'est le colonel Lacheroy, Charles Lacheroy, qui avait participé en 1946 à l'écrasement déjà de la révolte du RDA de Fouet-de-Boigny, et qui ensuite en 1951 se retrouve en Indochine, où il va rester jusqu'en 1953. Et là, avec d'autres officiers qui étaient en poste en Indochine pendant cette guerre qui durait depuis 1946, il a compris que l'ennemi auquel il s'affrontait, le Viet Minh, déployait des tactiques, des modes opératoires qui étaient, à leurs yeux, complètement différents des ennemis habituels auxquels les armées traditionnelles s'étaient affrontées. Et donc, je cite Périès et Servonnet qui disent que, aux yeux de Lacheroy, toute l'expérience indochinoise va consister à ancrer dans le vécu des soldats français cette nouvelle contingence tactique de la guerre moderne, guerre de conquête des cœurs et des esprits. Ce mot, évidemment, est tout à fait essentiel. Cette découverte, Lacheroy la partage avec plusieurs officiers, et analysant cette structure en 52 et 53, Lacheroy pense qu'une telle organisation doit être comprise d'une autre façon qu'un simple organigramme. C'est une véritable arme, une technique guerrière. Et l'armée française doit s'approprier cette nouvelle arme. Donc pour Lacheroy et pour ses collègues, en fait, du coup, il s'agit d'utiliser les techniques du Viet Minh qui consistent à encadrer, endoctriner les populations, c'est ce qu'ils disent eux, hein, de façon à les transformer en une armée invisible et omniprésente. Dès lors, l'ennemi n'est plus simplement l'homme en armes qui se bat frontalement, mais l'ensemble des populations qui, secrètement mobilisées et hiérarchiquement organisées, c'est la notion de hiérarchie parallèle, peuvent à tout moment porter le coup fatal dans le dos de l'adversaire. Ainsi se trouve aboli les clivages classiques qui séparaient les fronts extérieurs et intérieurs, l'action militaire et l'action politique, et finalement la guerre et la paix. Donc la doctrine de la guerre révolutionnaire, c'est une doctrine de la guerre totale. Ces thèses vont avoir beaucoup d'écho, et elles en auront notamment, grâce à un article publié dans Le Monde, anonyme, mais qui est bien de Lacheroy, début août 1954, sur la guerre révolutionnaire, qui s'appelle « La campagne d'Indochine ou une leçon de guerre révolutionnaire ». Et dans cet article, il explique que l'armée française doit faire sienne les méthodes qu'il qualifie de révoltantes de l'ennemi. Je cite cet article, « Ce n'est pas la première fois que nous voyons dans une guerre l'un des adversaires mettre en œuvre une arme nouvelle, plus ou moins défendue par la réglementation internationale, voire révoltante pour la conscience humaine. Dans un passé récent, on a répondu aux gaz de combat par les gaz de combat, aux bombardements réputés stratégiques par des bombardements analogues. Demain, on répondra à la bombe atomique par la bombe atomique. Et si l'on s'y refuse, il semble bien qu'il n'y ait d'autre solution que de s'avouer vaincu, de rentrer chez soi, si le vainqueur accepte que le vaincu est encore un chez soi. Or, dans la guerre qui se déroule en Indochine, le Viet Minh a mis au point une organisation populo-politico-policière, sans doute révoltante pour la conscience humaine, mais qui est une arme dont l'efficacité militaire est malheureusement indéniable et sans doute déterminante. Ne pas s'en servir, c'est jouer perdant. » Et là, donc, à partir de là, effectivement, Lacheroy fait une conférence à l'Institut des hautes études de défense nationale en avril 1955, devant des officiers, et elle a tellement de succès que 15 jours après, le ministre de la Défense, Borges Monory, le fait venir à son cabinet. Et là, Lacheroy, avec d'autres collègues officiers qui partagent ses idées, va jouer un rôle absolument déterminant, puisqu'il va prendre... il fait de nombreuses conférences, dont une, y compris à la Sorbonne, devant 2000 officiers en juillet 1957, c'est quand même pas rien. Et puis, il prend à la même période la direction des services d'action psychologique et d'information du ministère, qui est chargé de mettre en place les 5e bureaux, qui est une création. Donc, les 5e bureaux, bureau d'action psychologique, hein, c'est l'action psychologique qui est au cœur de la DGR, qui va se mettre en place dans toutes les unités militaires en Algérie. Cette doctrine, donc, elle va être déclinée qu'à l'École supérieure de guerre, pendant toutes ces périodes-là, entre 57 et 59, chaque année, il y a des commissions qui planchent absolument sur tous ces thèmes-là pour, disons, former les officiers,
enfin, oui, les principaux officiers de l'armée française. Alors, en Algérie, la DGR va jouer un rôle absolument central dans l'action de l'armée, surtout à partir de 1956, à partir de la fin 1956, quand Salan prend la direction des opérations en Algérie, c'est lui qui va être le moteur de l'implantation de la doctrine de la DGR. Et là-dedans, deux écoles des écoles de formation vont jouer un rôle absolument central. Celle d'Arzou, le centre d'instruction de la pacification de la contre-guérilla, qui était ouverte au début 1955, et qui sera le lieu de passage obligé de tous les officiers et sous-officiers fraîchement débarqués en Algérie. Et de fait, en 2 ans, entre 57 et 59, enfin octobre 57, septembre 59, Monique Romain donne des chiffres exacts, 7172 stagiaires passent dans cette école, et dont des colonels, des lieutenants-colonels, des lieutenants, jusqu'à des sous-lieutenants. Et la deuxième école, tant pis, ça se passe rapidement, c'est le centre d'entraînement à la guerre subversive Jeanne d'Arc, qui est inauguré en mai 58, où là, carrément, on va apprendre, même si c'est pas écrit noir sur blanc, les techniques de torture, comment torturer. Et après, petit à petit, d'une façon très, très logique, la pratique généralisée de la torture comme instrument, non pas pour recueillir du renseignement, mais pour terroriser la population, bien entendu, puisqu'on sait que la torture n'a jamais été efficace pour recueillir du renseignement, va déboucher sur la généralisation des disparitions forcées. Puisque quand on torture, quelquefois on torture jusqu'à tuer, et puis beaucoup de gens qui sont torturés, ensuite font l'objet de soit la corvée de bois, soit tout simplement ils sont exécutés et ils disparaissent. Et donc c'est ce qui va se passer pendant toute la bataille d'Alger, mais qui va perdurer bien au-delà. Mais De Gaulle va comprendre assez vite que ces officiers peuvent être dangereux, parce que leur vision totalisante de ce que doit être la guerre contre l'ennemi nationaliste fait que, du coup, il faut de la politique à la place des politiques. Et il dit, c'est nous les chefs, d'où ça sera le coup d'État de 61. Et De Gaulle, évidemment, se méfie, et dès le début 60, il va se débarrasser des principaux, des têtes de pont, dès 59, même des têtes de pont de la DGR en Algérie, à commencer par la Charrois, qui va être mis sur un plan de garage. Ensuite, janvier 60, c'est la première bombe atomique française. Février 60, Mesmer arrive à la Défense. Et la première chose qu'il fait, c'est on arrête avec la DGR. C'est absolument terminé. Donc, Trinquier est envoyé et débarqué. Il est envoyé au Katanga. Bijard est envoyé en Centrafrique. Enfin, tous ces officiers qui avaient conduit la DGR, qui en étaient les penseurs, vont être débarqués. Et ensuite, j'ai pas le temps de m'étendre, c'est dommage, mais ce qui est intéressant de signaler, c'est que la DGR, qui va donc disparaître officiellement comme doctrine militaire de l'armée française, sauf, curieusement, dans les troupes coloniales, l'infanterie de marine, qui va rester dans les anciennes colonies françaises jusqu'à aujourd'hui, où là, la DGR a toujours pignon sur rue, même si c'est plus discret. Mais c'est surtout cette doctrine va se généraliser, d'abord dans l'armée américaine, où les militaires français vont former leurs confrères, leurs collègues américains, et ça va donner l'opération Phoenix dès la fin des années 60 au Vietnam, qui a été une chose absolument terrible, conduite selon les règles de la DGR. Ensuite, en Amérique latine, on le sait, au Brésil, en Argentine, dans tout le cône sud, c'est l'opération Condor. Et cette DGR, curieusement, va ressurgir dans les années 2000, un peu en Irak, avec la guerre en Irak des Américains, mais surtout à partir de l'Afghanistan. Et finalement, je conclus là-dessus, c'est le général Petraeus, commandant des forces américaines en Afghanistan, qui va préfacer la traduction d'un des livres clés de la DGR, qui est le livre de David Galula, qui avait été publié en anglais aux États-Unis par la Rand Corporation en 1964. Il va ressortir dans les années 2000 avec une préface de Petraeus en France. Et donc pour dire que cette doctrine de la guerre révolutionnaire, aujourd'hui, maintenant, donc dans de nombreuses armées du monde, de nouveau est considérée comme un moyen de faire la guerre efficace face à un ennemi compliqué, mais y compris aujourd'hui en France, chez certains officiers, pas tous. Il y a des grands débats et des vifs débats au sein de l'état-major, enfin des chefs de l'armée française. Certains disent peut-être que maintenant il faut revenir à ça. C'est vrai qu'il y a eu des excès en Algérie, pendant la guerre d'Algérie, mais maintenant ça peut servir face au nouvel ennemi, face aux terroristes, etc., etc. Donc tout ça pour dire que cette DGR qui est au cœur des pratiques des disparitions forcées, de la torture, malheureusement, son fantôme est toujours vivant. Voilà, excusez-moi.